Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Tout d'abord, les titres. Pas moins de 65 morts, c'est le bilan d'une attaque menée ce week-end par le groupe djihadiste Boko Haram dans le nord du Nigeria. Et c'est parti pour le programme Yali. L'édition 2019 s'est ouverte ce lundi ici à Washington. Elle regroupe de nombreux jeunes leaders africains venus de tout le continent. Les démocrates toujours à la recherche de leur candidat pour 2020. Deux nouveaux débats opposent dès demain 20 d'entre eux dans le Michigan. Bonsoir à tous. Commençons par le Nigeria, 65 morts. C'est le bilan révisé à la hausse de l'attaque perpétrée ce week-end par le groupe djihadiste Boko Haram contre des participants à une cérémonie de funérailles dans le nord-est du pays. Les autorités avaient dans un premier temps parlé d'une vingtaine de morts, mais des dizaines d'autres cadavres ont été découverts par des hommes armés dans un village proche de Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. Dans ce village proche de Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno, le spectacle est alarmant. Sous ces décombres, des corps calcinés. Des dizaines de cadavres supplémentaires ont été découverts après l'attaque par des hommes armés. Le bilan est de 65 morts. Pendant l'enterrement, ils ont attaqué les gens au cimetière. Immédiatement, ils en ont tué 21. Plus tard, quand d'autres personnes ont appris la nouvelle, ils sont allés à leur poursuite. Les djihadistes les ont tous tués. C'est ce qui porte le bilan à 65. Dépassés par l'ampleur de cet incident tragique, les autorités avaient très peu de mots pour exprimer leur amertume. Nous sommes juste venus ici, ensuite nous retournons chez nous où nous allons tenir une réunion d'urgence sur la sécurité afin de discuter de la conduite à tenir. Selon les autorités locales, cette attaque est une opération de représailles contre le meurtre de 11 combattants du groupe et la saisie de 10 fusils automatiques par des habitants il y a 2 semaines lorsque Boko Haram s'était approché de leur village. Boko Haram est actif dans le district de Nganzei où il mène régulièrement des raids contre les villageois. Des morts également au Soudan où 5 manifestants dont 4 étudiants ont été tués par balle ce lundi lors d'un rassemblement dans la ville d'Al-Beoïd à la veille de la reprise des négociations entre pouvoirs militaires et chefs de la contestation. Des négociations qui devraient permettre de finaliser un accord sur la transition. Plusieurs manifestations ont eu lieu depuis samedi à Khartoum pour protester contre les conclusions d'une enquête officielle sur la répression meurtrière d'un sitting de manifestants le 3 juin. Les chefs de la contestation ont rejeté les conclusions de cette enquête qui exonère le Conseil militaire. En République démocratique du Congo, les réactions divergent après l'élection samedi du bureau définitif du Sénat, élection qui a porté à sa présidence l'ancien ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba. Le candidat de l'ex-président Joseph Kabila a obtenu 65 voix contre 43 pour le dissident Modeste Bahati Lukwabo. Le FCC et l'UDPC se sont félicités de cette élection alors que certaines ONG et associations, à l'instar de l'Association pour l'accès à la justice, dénoncent le fait d'avoir à la tête de la haute chambre du Parlement quelqu'un qui fait l'objet de poursuites par la justice belge, notamment. Le camp Tshisekedi s'est également réjoui de l'élection de Sami Badibanga comme vice-président du Sénat. À Goma, dans l'est de la RDC, les agents de santé redoublent d'efforts à la suite du premier décès causé par le virus Ebola dans cette ville frontalière. Les autorités sanitaires sont confrontées à plusieurs défis dans cette région densément peuplée où de nombreux pasteurs croient en la pratique de la guérison par le toucher physique, ce qui ne fait que contribuer à la propagation de la maladie.
Le récit est de Blanche Sano. À ce jour, plus de 160 000 habitants des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri ont été vaccinés selon des responsables de santé congolais et les efforts de la lutte contre Ebola se poursuivent jusqu'au niveau des frontières. Les voyageurs sont tenus de se laver les mains et les agents de santé prennent la température des personnes traversant la frontière dans les deux sens. J'ai très peur d'Ebola. C'est une maladie dangereuse qui tue. Le patient de Goma a été décrit comme un prédicateur évangélique en provenance de Butembo, l'une des villes les plus durement touchées par Ebola. Il aurait touché plusieurs patients atteints d'Ebola à Butembo et dissimulé son identité pour échapper aux dépistages médicaux lors de son voyage vers Goma. Après cet épisode, des mesures de prévention sont donc en place dans différents lieux de culte. Au lieu de les toucher, vous priez sans mettre les doigts sur les mains sur leur tête. Et nous avons quand même respecté parce que c'est la voie qui vient de l'hiérarchie. Depuis août dernier, l'épidémie d'Ebola en RDC a tué plus de 1600 personnes. Un groupe de hauts fonctionnaires de l'OMS réunis à Genève n'ont pas manqué d'exprimer leur déception face au retard de financement qui ont limité la riposte. Un nouvel appel de fonds de l'ONU des montants de plusieurs centaines de millions de dollars pour couvrir les 6 mois à venir est attendu dans les prochains jours. Ici aux États-Unis, le président américain a accusé ce lundi le révérend Al Sharpton, figure du mouvement de défense des droits des Noirs, d'escroc qui déteste les Blancs et les policiers. Donald Trump commentait en fait un tweet d'Al Sharpton qui annonçait son intention de se rendre à Baltimore, une ville que le président a qualifiée le week-end d'endroit très dangereux et sale, infesté de rats où aucun être humain ne voudrait vivre. Des critiques contre Baltimore et ses leaders que Trump a repris ce matin et qui ont provoqué un tollé dans l'opposition. La chef des démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, les qualifiant de racistes. On reste aux États-Unis où 20 candidats démocrates à la nomination vont essayer de marquer leurs différences lors de 2 débats à Detroit, mardi et mercredi. Les 2 champions de l'aile progressiste du parti, Bernie Sanders et Elizabeth Warren, vont croiser le fer tandis que Joe Biden essayera de défendre son statut de favori. Les détails dans ce reportage de Mike O'Sullivan. Le récit est d'Abdourahmane Dia. En baisse, mais toujours en tête dans les sondages, l'ancien vice-président Joe Biden a, comme d'autres candidats, rendu visite à des organisations militantes noires. Les critiques du président Trump, que certains qualifient de racistes contre 4 parlementaires, sont toujours au cœur du débat public. Mais les démocrates sont eux-mêmes confrontés à un débat racial depuis la remarque faite par la sénatrice de Californie, Kamala Harris, à l'endroit de Joe Biden. Et on devrait s'attendre à d'autres confrontations lors de leur prochain débat télévisé. Pour beaucoup de candidats, c'est peut-être leur dernière chance pour marquer les esprits. Et pour cela, ils doivent se frotter aux favoris, être agressifs et les attaquer. Joe Biden est également critiqué pour son vote en faveur d'une loi de 1994 sur la criminalité. Selon certains, cette loi est à l'origine de l'incarcération massive de personnes de couleur. Mais les électeurs ont aussi d'autres sujets en tête. Je pense qu'ils doivent se focaliser sur des sujets comme la santé, l'éducation ou l'emploi. Le débat télévisé offre l'opportunité aux candidats de s'adresser directement aux électeurs qu'ils auront ensuite l'opportunité de rencontrer quand ils battront campagne à travers le pays. C'est ce lundi que commence ici à Washington le programme YALI 2019. Il s'agit d'un programme culturel qui permet aux jeunes leaders africains de venir aux États-Unis pour un échange universitaire et entrer à un projet professionnel mené dans leur pays d'origine. Pour en savoir davantage, retrouvons tout de suite Dili Diko qui se trouve sur le lieu de cet événement. Dili Diko, bonsoir. Bonsoir John. Alors, quelle est l'ambiance sur place et quels sont les grands pans du programme YALI cette année?
John, l'ambiance est très positive, les participants sont très enthousiastes, ils viennent tout juste de finir 5 semaines d'échanges dans des universités américaines. Ils se disent forts de cette expérience qu'ils vont pouvoir utiliser chez eux pour peaufiner leur projet de retour dans leur pays. Cette année, ils sont 700 et à la base, ils étaient 78 000 candidats. Et j'ai une de ces 700 personnes à côté de moi, j'ai Espoir Ngaloukié, qui est aujourd'hui ici avec nous et qui va nous parler un petit peu de son expérience. Bonsoir madame. Bonsoir Espoir, dites-nous s'il vous plaît, quel est votre projet et comment est-ce que vous en êtes arrivé à participer à YALI? Ça n'a pas été facile parce qu'être parmi les 78 000 postulants, être parmi les 700 retenus, c'est pas facile. Mon projet c'est dans les leadership in public management qui se focalise pour rendre la population plus exigeante et rendre les citoyens plus exigeante et rendre aussi les dirigeants plus redevables. Parce que aussi longtemps que les gens pensent que les problèmes du Congo c'est la guerre, les gens pensent que les problèmes du Congo c'est le manque d'infrastructures, c'est l'injustice. Pourtant les problèmes du Congo c'est la mauvaise gouvernance. Et nous pensons qu'il faut combattre cette mauvaise gouvernance en rendant la population plus exigeante envers elle-même, ça veut dire s'acquitter de ses devoirs, être exigeante envers ceux-là qui ont le pouvoir, n'importe quel pouvoir, les pouvoirs économiques, les pouvoirs politiques et les pouvoirs d'influence, et rendre aussi les dirigeants plus redevables envers le peuple, parce que si ces deux piliers-là, de la bonne gouvernance et la démocratie sont mis ensemble, on aura une économie qui va grandir et notre pays sera cette puissance d'Afrique qui va être au cœur du continent africain. Alors rapidement, sous la pluie, dites-moi comment se sont déroulées ces 5 semaines dans une université américaine et où est-ce que vous étiez? Personnellement, j'étais à l'université de Virginia Tech avec d'autres 24 fellows venus des 16 pays d'Afrique. On a appris le leadership. La différence, c'est les liens entre le leadership et les managers. Et nous avions appris nos forces, qu'on appelle en anglais nos strengths. Et personnellement, j'ai redécouvert mes forces en fait. Et nous avions appris, l'une des choses importantes, c'est de se focaliser sur ses forces au lieu de se focaliser sur ses faiblesses. Et après, avec les différentes visites des sites, les différentes visites de l'administration américaine qu'on a eu à faire dans les organisations, dans les entreprises, et aussi le networking qu'on a eu à faire. Le networking entre nous, Africains, et entre les Américains aussi. Ces réseaux-là, c'est une très grande richesse qu'on va essayer de mûrir pour qu'on puisse accroître. Ce qu'on fait au pays, on va l'exporter dans d'autres pays. Et ce qui se fait mieux dans d'autres pays, on va l'amener dans notre pays. Parce qu'il n'y a pas de grande richesse que l'information et que les réseaux. Alors dites-moi justement, comment est-ce que vous allez utiliser l'expérience acquise ici pour améliorer votre projet dans votre pays, en RDC? Comme je l'ai dit tantôt, l'expérience que j'ai apprise ici, les réseaux, je vais utiliser ces réseaux de ces personnes-là. Je vais utiliser les outils que j'ai eus pour améliorer ce que je fais dans mon pays. Je vais continuer à me focaliser sur mes forces parce que je ne peux pas être embrassé par tout le monde. Je vais me focaliser sur ceux-là qui sont compatibles avec moi, ceux-là avec qui on est compatible et continuer toujours à nous focaliser, toujours à la lutte contre la mauvaise gouvernance. Si on a une bonne gouvernance, le Congo sera les États-Unis d'Afrique. Et de façon générale, comment s'est passé votre séjour ici? Ça se passe très bien. J'ai découvert les États-Unis. Tu vois, tout le monde, quand on est en Afrique, on a l'image des États-Unis de la télé de Hollywood. On a découvert l'image des États-Unis qui n'est pas du tout à 100% ce qu'on voit à la télé. Il y a des personnes qui sont pauvres, tous les Américains ne sont pas riches. On a découvert que les Américains tous ne sont pas arrogants. Il y a des Américains qui sont tellement accueillants, tellement simples comme des Africains. J'ai découvert aussi que les Américains respectent la loi. Ça, c'est une très grande leçon. Et l'une des leçons, c'est le respect du temps. Chez nous, beaucoup de gens dans le monde entier, en Afrique, ont tendance à ne pas respecter leur temps et ne pas respecter les temps des autres. Le temps, c'est l'argent, le temps, c'est la vie. C'est l'une des leçons que nous avions tirées ici. Et aussi, j'ai découvert qu'il y a des personnes qui réfléchissent comme moi, qui pensent que les problèmes de l'Afrique sont énormes et la solution, c'est entre nous. Nous ne sommes pas les futurs, mais nous sommes les présents pour les futurs. Ce qu'on fera, ce n'est pas pour nous, c'est pour l'avenir de notre continent. Merci beaucoup, Espoir. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Merci. Merci. Dili Diko, merci pour toutes ces précisions et on vous retrouvera tout au long de la semaine pour ce YALI 2019.
Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Au Nigeria, quand agriculture rime avec technologie, ça donne de la aéroponie, une technique consistant à cultiver des plantes dans de l'air hydraté. Et vous le verrez, elle a un grand potentiel. Les ordures, un défi de taille à Bamako, cette capitale de plus de 2 millions d'habitants, affiche un visage désolant, surtout en cette période de pluie. En sport, la 17e édition du Basketball Without Borders a démarré hier à Saly, au Sénégal. Environ 60 joueuses et joueurs de moins de 17 ans ont jusqu'à ce mercredi pour se distinguer. C'est lundi et c'est l'heure d'Afrotech avec Arzouma Compaoré. Bonsoir Arzouma. Bonsoir John et bonsoir à toutes et à tous. Alors on se rend en Côte d'Ivoire où la société Paradise Game a ouvert la semaine dernière le Paradise Gaming Center, le premier centre de e-sport du pays. En plus de ses 1200 mètres carrés, le centre offre aux utilisateurs les derniers équipements et périphériques de jeu. Ce lieu, non seulement pour les joueurs occasionnels, permet également aux professionnels de s'entraîner pour des compétitions internationales ou même d'organiser eux-mêmes des tournois régionaux. Selon les responsables, dès 2020, le centre aidera également les startups, les enseignants, les étudiants et les entrepreneurs à contribuer au premier programme EdTech et e-learning jamais organisé dans la ville de Yopougon. Alors l'autre objectif est de produire les meilleurs innovateurs du secteur du jeu et exposer les futurs joueurs aux nouvelles carrières non conventionnelles qu'il offre. Merci. Arzouma, chaque lundi, vous proposez un focus de la semaine. C'est ça même, John. Alors, on fait un coup de projecteur cette semaine sur l'inventeur guinéen Moutaga Keïta. Après des études et une carrière de banquier aux États-Unis, il retourne dans son pays où il crée en 2014 Tulip Industries. L'entreprise est spécialisée dans la production de kiosques multimédia mobiles fabriqués sur place à Conakry. Pour lui, ici aux États-Unis, il gagnait de l'argent. C'est en Afrique qu'il peut véritablement réaliser ses rêves. Suivez. Nous avons cherché à customiser, à africaniser beaucoup plus maintenant les logiciels pour que le logiciel réponde aux attentes des citoyens. Dès le départ, vous choisissez la langue et vous pouvez voir les icônes, reconnaître l'image ou bien entendre le son de l'icône, c'est-à-dire la fonction de l'icône dans votre langue. Donc, vous pouvez naviguer en langue nationale, en langue locale. Aujourd'hui, à l'international, la borne a un succès fulgurant, beaucoup plus que même au niveau national. Mais n'empêche, nous voulons booster aussi, parce que ce sont les problèmes rencontrés ici qui m'ont poussé à créer ces bornes. À l'étranger, pendant 23 ans, je vivais bien, je gagnais de l'argent. Une fois rentré en Afrique, j'ai commencé à vivre mes rêves. Nous sommes capables de fabriquer des technologies propre à nous. Donc le rêve, c'est de voir du Made in Africa. Revenez, restez là, inventons l'Afrique moderne de demain. Je ne vous parle pas d'après-demain,
mais de demain. Parce que nous, la technologie de Tulip, elle est là. Voilà, Moutaga a commencé l'usine tout seul et emploie aujourd'hui 35 personnes à temps plein avec une capacité de production de 20 machines par jour. Bien évidemment, l'intégrale de l'entretien pourra être retrouvée sur notre site voaafrique.com. Alors, qui dit Afrotech dit rêve, bien sûr, mais aussi folie d'invention. Azuma, de quelle folie parlons-nous cette semaine? Alors, nous parlons de jeux vidéo, en l'occurrence le jeu vidéo Fortnite, qui est un véritable phénomène de mode, notamment chez les ados et les trentenaires. C'est un jeu de survie gratuit qui oppose 100 joueurs entre eux jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Le jeu ne cesse de pulvériser tous les records d'audience, avec plus de 40 millions d'utilisateurs dans le monde. Et la toute première Coupe du Monde du jeu s'est tenue le week-end dernier au stade Arthur Ashe de New York. 40 millions de joueurs ont participé aux qualifications en ligne avec une garantie de $50 000 pour chaque qualification. Au total, 30 millions de dollars ont été distribués, dont 3 millions de dollars remis à chaque gagnant des concours solo et duo. Jouant sous le nom de Booga, c'est l'Américain de 16 ans, Kyle Geisdorf de Pennsylvanie, qui a remporté la phase finale dans la catégorie solitaire en marquant 59 points, soit 26 points de plus que son plus proche concurrent. Alors John, 3 millions de dollars pour un génie du jeu vidéo, de quoi faire réfléchir bon nombre de parents. Et pour l'anecdote, lorsque Tiger Woods, par exemple, a remporté les Masters il y a quelques mois, il avait remporté alors 2 millions de dollars. Voilà. Et on alors, continue. C'est pas encore terminé pour Afrotech, mais je vous invite à découvrir une technique agricole qui sort de l'ordinaire. Alors, au Nigeria, des agriculteurs passionnés de technologie utilisent l'aéroponie, une technique consistant à cultiver des plantes dans l'air hydraté. Ils ambitionnent de populariser cette pratique peu connue dans leur pays, comme le rapporte Timothy Obiozu de la ville d'Abeokuta. Cette technique a un grand potentiel pour le Nigeria, où la violence et la désertification ont rendu inutilisables des vastes étendues de terres agricoles. Suivez ce reportage que j'ai repris pour vous. Samson Ogbolé est populairement connu pour l'agriculteur smart du Nigeria. Son équipe et lui font pousser des cultures hors sol dans leur ferme technologique fondée en 2016. Leur mission, fournir des vivres frais au Nigeria toute l'année. Parce que nous contrôlons tout ce dont la plante a besoin, nous ne dépendons pas de saison. Donc ce n'est plus une agriculture saisonnière, mais simplement de l'agriculture à n'importe quel moment de l'année. À tout moment de l'année. Les conflits intercommunautaires généralisés, l'insurrection de Boko Haram et la désertification dans le nord sont les principales causes de la perte de terres arables. Et seulement 49% des terres cultivées sont fertiles. Une situation qui inquiète les agriculteurs traditionnels comme Aboubakar Ibrahim. Je n'ai pas d'autre endroit où aller. Et en plus de cela, la terre est moins productive. Nous la gérons simplement pour ne pas rester inactifs. La ferme intelligente ne nécessite pas de désherbage ni de lutte antiparasitaire. Les nutriments pour les plantes sont automatiquement régulés par un système de recyclage, ce qui augmente considérablement la productivité. Une très bonne chose à savoir, en particulier lorsque vous utilisez cette technique pour l'igname ou le manioc, c'est que vous pouvez rapidement multiplier les boutures que vous pouvez planter à l'extérieur. C'est donc l'une des nouvelles technologies dont nous faisons la promotion. Le secteur agricole du Nigeria représente environ 40% des activités économiques du pays, un pourcentage que le gouvernement veut augmenter de manière substantielle. Mais les agriculteurs nigériens n'ont pas le savoir-faire pour améliorer leur productivité ou l'accès à des semences de haute qualité pouvant garantir de meilleures récoltes. C'est pourquoi certains, comme Ogbolé, se tournent vers une agriculture à la pointe de la technologie. Et retrouvons tout de suite Yacouba Ouedraogo, c'est pour parler de sport. Yacouba, le basket a le droit de citer en Afrique ces derniers temps. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Effectivement, du basket pour commencer. La 17e édition du Basketball Without Borders a démarré hier à Saly au Sénégal. Ce camp de basket qui regroupe les meilleures joueuses et joueurs de basket de moins de 17 ans va se poursuivre jusqu'à ce mercredi 31 juillet. Mais déjà, les apprenants sont de plein pied dans leur stage. Suivez. Environ 60 jeunes filles et garçons issus de 29 pays africains participent à cette 17e édition de ce camp de basket.
Les stagiaires ont l'occasion d'apprendre les rudiments de la balle au panier, l'efficacité du mouvement, les capacités de positionnement, des tirs d'habilité, des matchs de 5 contre 5, le tout sous le coaching des légendes de la discipline et des entraîneurs de franchise en NBA. Nous sommes ici au Sénégal et ce qui m'a inspiré à venir ici, c'est que la discipline s'est rapidement développée en Afrique. J'ai eu la chance d'être en Afrique du Sud en 2015 et j'ai pris un engagement avec ma propre personne pour continuer à revenir ici pour participer à ce développement et à cette expérience. Cet événement est un moment de retrouvailles pour les meilleurs talents africains, dont certains rejoignent plus tard la NBA après un passage en championnat universitaire. De retour sur le continent auprès de ses jeunes frères qui l'encadrent à cette occasion, le Camerounais Joel Embiid des Philadelphia Sixers se souvient qu'il est passé par là en 2011. C'est vraiment intéressant de revenir à la maison, même si je suis du Cameroun, c'est toujours l'Afrique. Donc je suis excité pour les jours à venir que je vais passer avec les enfants. Ça va être amusant. En plus de Joel Embiid, d'autres noms connus de la NBA comme Gorgui Dieng, Luc Mbah Moute, Chris Bosh, entre autres, sont présents à ce camp qui prend fin ce mercredi avec la désignation du meilleur et de la meilleure de ce stage pour une inscription prochaine en NBA. Basketball, toujours avec la République démocratique du Congo, championne de l'Afro-Basket, l'Afro-CAN 2019. À Bamako, au Mali, les léopards locaux ont largement dominé leurs homologues du Kenya, battus 82-61 lors de la finale de la toute première édition de l'Afro-CAN, une nouvelle compétition de FIBA Afrique réservée aux basketteurs africains évoluant dans leurs championnats nationaux respectifs. Satisfaction pour l'entraîneur adjoint congolais Pierrot Ilunga. On a joué vraiment à plus de sagesse et d'intelligence. On a joué dans le système d'unité d'abord dans le staff technique et puis une bonne transmission des systèmes de joueurs. Et voilà, on a avancé petit à petit et livré les 5 matchs, 5 victoires. Donc nous avons apprécié le niveau était très fort. On ne savait pas qu'en Afrique on avait des championnats si durs, on pensait que c'était juste l'Angola et la Tunisie. Mais voilà qu'on a découvert le Tchad, on a découvert le Kenya. Ils ont un très bon niveau local des athlètes. C'était donc Pierrot Ilunga, entraîneur adjoint des léopards locaux. À demain. Merci Yacouba Ouedraogo. Et donc, Bamako, la capitale du Mali, est considérée comme l'une des plus grandes d'Afrique, avec une population estimée à 2,4 millions d'habitants. Elle est confrontée ces derniers temps à des problèmes d'assainissement sérieux, caniveaux bouchés, ordures en pleine rue. C'est parfois le spectacle désolant qu'offrent les 6 communes qui constituent la ville en cette période de pluie. Entre les municipalités et les citoyens, difficile de trouver le coupable. C'est un reportage, ou plutôt un récit de Francis Kabouya. Bamako est un centre administratif à 2 faces. En cette saison de pluie, ce sont des tas d'ordures qui jonchent les 6 communes en bordure du fleuve Niger. Ici, à la cité des 3 Caïmans, c'est la désolation totale. Des montagnes d'ordures et des odeurs nauséabondes attirent des mouches. Ces conditions inquiètent la population qui partage cette responsabilité avec l'État. Chacun est responsable du moins de ces désordres-là que nous voyons. D'abord les populations elles-mêmes qui créent ces déchets-là parce que pour un bonbon acheté, il faut qu'on demande un sachet. Pour plus d'un, il est inadmissible qu'en ce XXIe siècle, au milieu d'une ville comme Bamako, il y ait des grosses décharges avec toutes les conséquences hygiéniques. Par exemple, en ce qui concerne, on dit qu'il y a une décentralisation. Cette décentralisation n'a pas de mesure d'accompagnement. Parce qu'on dit qu'il y a des transferts de fonds. Ces fonds-là ne sont jamais transférés. L'État ne paye pas les créanciers. Il ne paye pas. La première année qu'on a ramassé Djanekela en 2017. Et jusqu'à présent, on n'a pas été payé. L'insalubrité à Bamako demeure donc préoccupante. Avec ses multiples conséquences sur la santé des populations, elle menace même la qualité du fleuve Niger où sont déversées des ordures de toutes sortes chaque jour. Fin de ce journal. Bonsoir.